Alors, l'agenda. On commence avec la présentation des concurrents. On va jouer à un petit jeu de la devinette. Performance et transmission, donc on va un peu regarder tout ce qui est moteur, boîte de vitesse, transmission, etc. ADAS et sécurité, on sait que pour notre marque, c'est extrêmement important, donc on va faire un petit comparatif là-dessus aussi. Polyvalence et confort. Polyvalence et confort. Polyvalence, c'est un terme un peu vague, mais on va justement revoir ensemble qu'est-ce qu'on signifie par là. Et c'est là que je vous demanderai de faire un petit exercice individuel dans ce dernier, justement dans ce petit morceau-là de la formation. Et la conclusion au final, donc tout ça sur 90 minutes. Présentation des concurrents. Démarrons avec ça. Ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est un petit jeu de la devinette. Alors, j'espère que vous connaissez bien en termes de modèle. On commence, si j'appuie sur le bon cliquet, c'est mieux. On commence d'abord en regardant nos anciens concurrents. Souvenez-vous, quand le lancement du Sorento s'est fait, on avait analysé l'Honda CHR, Seat Tarraco, Peugeot 5008 et la dernière, Toyota RAV4, qui entre-temps, elle, est sortie en plug-in hybride également, alors qu'à l'époque, pas. Mais donc, souvenez-vous, on avait identifié ces 4 concurrents. Clairement, le concurrent le plus agressif souvent qui revenait, c'était quand même la Seat Tarraco, qui entre-temps n'existe pas encore en plug-in hybride cette place, mais ça ne va pas tarder. Apparemment, justement, ce que j'ai pu lire, c'est que dans cette semaine-ci, semaine prochaine, le lancement devrait se faire. Bon, maintenant, on sait que c'est un produit différent, peut-être un petit peu moins luxueux que le nôtre. On va analyser ça de toute façon par la suite. Ici, on ne va plus vraiment parler du Tarraco, on va parler des nouveaux. Alors, Christopher, Olivier, Valérian. Quel modèle se cache ici derrière? Petite idée? Allez-y, hein, lâchez-vous. Ne me dites pas une Dacia Ça va Duster être un quand même. Volvo. Quel modèle Volvo? XC90? Non? Non, 60. Yes, la XC60. Bien joué, Olivier. Donc, on démarre avec la XC60. Alors, c'est la finition T6 Recharge, donc la motorisation T6 Recharge. Je voyais que… Ah, joli, qui dit Valérian. Il te complimente, Olivier. Bien joué, en effet. Alors, c'est la nouvelle motorisation T6 Recharge. Avant, elle n'existait qu'en T8. Qu'est-ce que ça veut dire T8, T6? C'est simplement un indicatif de puissance. Ici, elle est un peu moins puissante que précédemment, ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est un peu trop puissant. C'est un modèle qui est sorti en 2017. Donc, il y a déjà quand même 4 ans. Chez Volvo, on sait les modèles durent très longtemps. En moyenne, au moins 7-8 ans minimum. Donc, franchement, elle est encore là pour un petit bout de temps. Deuxième modèle, moins facile. C'est pas une Lexus? Ah non, ça aurait pu, ça aurait pu. Mais ce n'est pas une Lexus. Olivier ou Valérian? Ce serait le cousin? Le cousin, c'est-à-dire… Ah, de chez Hyundai? Oui, non. Non, 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 non. Je vois que Valérian met Porsche. Ça, c'est un très beau compliment pour la voiture qui se cache derrière, parce que pour moi, on n'est pas dans le même stade quand même. Allez, je vous montre. DS7 Crossback. Oh, oui. Donc, attention, DS7 Crossback e-Tense. E-Tense veut dire quoi? Que c'est la version plug-in hybride. Elle est sortie en 2019, donc c'est un modèle quand même assez récent. Je l'ai encore croisé ce matin sur l'autoroute. Attention, elle a des qualités. Elle a aussi des défauts. On est bien sûr là pour essayer de les mettre en évidence. On en parle juste après. Alors, troisième modèle. Je regarde Olivier. Regardez bien le pare-choc avant, les dessins. Ça devrait vous aider. Non? Hyundai à nouveau, Valérie en dit. Non, pas une Hyundai. Je vous aide. Pourtant, Olivier nous l'a dit tout à l'heure, ça vient encore du Nord. Un produit nordique. Le XC90 alors, du coup. Ben ouais, voilà, la XC90, et non pas une Peugeot, comme disait Valérian. Non, non. XC90, notre troisième concurrent. Pourquoi avoir choisi 2 Volvo? Vous allez voir tout de suite que d'un point de vue gamme, dimension, prix, vous allez vite vous comprendre où est-ce qu'on se situe par rapport à eux. On Et est donc entre les ici, deux, je pense, nous. exactement, voilà, exactement. On va voir ça un peu plus en détail. Donc la XC90, ici dans sa version T8, elle n'existe pas en T6, donc uniquement en T8. Donc à nouveau une version très puissante. Elle est sortie en 2015, donc il y a 6 ans. Il y a eu un facelift en 2018, mais qui a été assez léger. Chez Volvo, ils ne font jamais de révolution. Et à nouveau, je me répète, mais les modèles durent très longtemps. Bien évidemment, celle-ci disponible en 7 places. Les 2 précédentes ne sont disponibles qu'en 5 places. Last but not least, mais facile. Ben oui, la Tesla. Exactement, Tesla Model X. Alors, la Tesla Model X, modèle sorti en 2016, donc il y a aussi quelques années, hein, quand même, ça avance vite, 5 ans aussi. Alors,
Pourquoi avoir choisi celle-là? C'est peut-être une question que je vais anticiper parce que vous pourriez vous dire, attention, c'est une véhicule 100% électrique, c'est cette place, ok, mais pourquoi? Ben parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la seule vraie 100% électrique, on va dire, cette place vraiment disponible sur le marché. Aussi, pourquoi? Ok, c'est peut-être pas une concurrente directe, mais en fait, on a envie d'aller voir un peu ce que des modèles, peut-être, on pourrait dire uniques, comment on pourrait les comparer à nos produits à nous. Parce que nous aussi, notre produit est assez unique en son genre. On va voir ça tout de suite. Alors, je vous explique comment on les a sélectionnés. La XC60 et la DS7 ont été sélectionnées principalement pour le prix et la technologie. On est dans la même gamme de prix que notre Sorento, et d'un point de vue technologie, elles sont aussi disponibles en plug-in hybride. Ensuite, la Tesla et la XC90, elles ont été choisies parce qu'elles ont cette place et qu'elles ont aussi cette technologie électrifiée ou plug-in électrique, ou plug-in hybride, pardon. Donc voilà, ça c'est nos 4 concurrents du jour. Vous avez vu, 4 concurrents très différents de ce qu'on a pu voir lors du premier lancement. Ici, on va justement plus chatouiller les premiums et c'est vraiment ça qu'on voulait dès le départ avec ce nouveau modèle plug-in hybride. Et vous allez voir comment on se débrouille par rapport à eux. Alors, ici, d'un point de vue, on en parlait qu'Olivier il y a quelques instants, prix et longueur. On a pris un graphique où de haut en bas, c'est le prix qui évolue et de gauche à droite, c'est la taille du véhicule. On va prendre la première. DS7 Crossback E-Tense, regardez, on est sur 4,50 m plus ou moins et 52 000 €. Vous voyez qu'ici, elle est un petit peu toute seule, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus petite et dans un prix, je veux dire, comparable aux autres. On avance et on arrive vraiment ici dans ce noyau, comme j'appelle ça, ce noyau des premiums allemandes et la Volvo suédoise, mais donc ce noyau des premiums SUV où on voit qu'elles sont toutes quasiment dans les mêmes dimensions et mêmes prix. Mais allez, nous, avec notre Sorento, si on allait se mettre là en plein milieu, ça servait un peu à rien. On voit que c'est déjà, entre guillemets, un marché ici, une part de marché, une part du segment qui est un peu saturée. Ça servait à rien d'aller se battre là-dedans. Donc autant, pourquoi pas être ici? Un peu comme la DS7. Regardez, on est au même prix plus ou moins qu'une DS7, mais on est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est un gros avantage. Et vous voyez qu'ici, on est tout seul. On est un peu, vraiment, on a notre marché à nous tout seuls. Donc ça veut dire qu'on offre quand même une proposition assez unique en son genre. Et alors, si on compare avec la XC90 et la Tesla, et encore, j'aurais pu les mettre bien plus haut, mais malheureusement, le slide PowerPoint ne le permettait pas. Mais voyez ici la XC90 et au-dessus encore la Tesla, donc qui sont plus grandes et plus chères. Mais donc, vous l'avez compris, on a une place un peu favorable, on est unique sur le marché, on est de notre côté tout seul. Et c'est tant mieux, bien évidemment. Avoir le moins de concurrents possible, ça permet de vraiment mettre notre produit en valeur, en évidence. Alors, comme je vous l'ai dit dans cette introduction, on va comparer nos modèles avec ces chapitres-ci. D'abord, performance transmission, ADAS sécurité, polyvalence, confort et dernièrement, prix, taille et dimension. Commençons avec performance et transmission. On va regarder un petit peu d'un point de vue moteur, etc. Quelle est notre proposition par rapport aux concurrents. On commence avec un petit rappel de ce que Yov a dit. Vous l'avez vu il y a quelques instants, je le répète juste un instant. Nous, bien sûr, on a un moteur 1600 turbo, le même que dans la version hybride, vous le connaissez, donc 180 chevaux. 4 roues motrices, on a 265 chevaux total avec le moteur électrique combiné de 91 chevaux, 350 Nm au total, boîte automatique 6 rapports, 44 grammes de CO2, etc., etc. Vous connaissez maintenant tout doucement la chanson. Vous avez peut-être déjà vendu un plug-in hybride. Olivier, Christopher, vous avez déjà eu l'occasion d'en vendre? Christopher pas, mais Olivier, oui. Ah oui, 3-4 quand même. Pas mal. 3 ou 4, il faut choisir. Hein. Je pense que c'est. Ben, écoute, j'en ai encore vendu un hier, donc j'ai arrêté de compter. Ben, on est à Bruxelles. Hein. J'ai arrêté de compter. Ça fait vraiment le vendeur qui a sa liste de ventes énorme. Allez, ouvre un petit peu le col, hein, Olivier. C'est pour rire. Hein. Non, mais c'est. Je te taquine. Je sais très bien que tu n'es pas comme ça. D'abord, c'est un chouette véhicule. Je pense que tous les vendeurs devraient rouler en Sorento. C'est le summum, c'est le top de Kia. Exactement. C'est vraiment ce que je préfère. Et quand un vendeur apprécie le produit, il a beaucoup plus facile à le vendre. Hein. Bien sûr. Ça, bien sûr, je le dis toujours et je le répète, je vous invite, chers vendeurs, clairement, à un maximum essayer chacun des produits. Hein. Alors, certains directeurs vont dire oui, mais j'aime pas que tu roules en Sorento. Non. Faites juste un test drive d'une demi-heure. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rentrer une semaine avec, hein, mais faites un test drive d'une demi-heure, 1 heure au moins, ou allez une fois manger à midi avec. Testez-le, il faut au moins le faire. C'est d'office. Ça vous permettra de bien mieux défendre le produit. Clairement. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de Volvo comme concurrent, mais jamais des autres. Ah bah écoute, ce sera l'occasion de mieux les apprendre justement.
Et qu'est-ce Oui. qu'on t'a dit par rapport au Volvo? Alors, on m'a dit que l'intérieur était beaucoup plus moderne. Chez nous ou chez Volvo? Non, chez Volvo. Ah, ok, oui. Beaucoup plus épuré, beaucoup plus moderne et moins de boutons. Mhm. Par contre, ils m'ont parlé de quelque chose qui m'a rendu très sceptique. Ils m'ont parlé de 97% de déductibilité fiscale. Absolument, on va regarder ça après. C'est Ouais, ouais. vrai? Ouais, ouais, tout à fait. Ah, ben, j'y ai pas cru. Mais Ah, si, si. j'ai laissé le doute planer, hein, mais ça m'a paru bizarre, 97%. Non, 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 je te montrerai ça tout à l'heure, mais en effet, ils ont une très belle déduction fiscale, mais pas Voilà. pour très longtemps. Ça aussi, on va en reparler, tout à OK. fait. Aussi, le côté épuré, côté moderne, on en reparle, tu vas voir, on va l'aborder justement. Je suis content d'entendre ça parce que je vais pouvoir t'amener des clés complémentaires pour pouvoir justement vraiment vous défendre dans ce genre de discours avec vos clients. Alors, on commence avec la capacité de batterie. Hop, trop vite, voilà. La DS7 a 13,2 kWh, nous avons 13,8, les Volvo ont 11,6 kWh, donc des batteries un peu plus faibles. Alors bien sûr, sans comparaison, la Tesla a 75 kWh. On est bien d'accord qu'on ne joue pas sur la même cour, c'est logique. Si on devait comparer avec notre e-Niro, on serait déjà beaucoup plus proche. Revenons à nos petits moutons. 13,2, 13,8, 11,6. Par rapport à nos concurrents les plus directs, on voit ici qu'au niveau capacité de batterie, donc capacité de réserve d'énergie, c'est nous qui avons le maximum. Très bonne nouvelle, ça démarre bien. Maintenant, regardons l'autonomie électrique, parce qu'avoir une bonne capacité ne nous dit pas combien de kilomètres on pourra faire. C'est maintenant que ça devient intéressant. 58 km DS7, 53 pour la Sorento, 54 et 40 pour la XC60, XC90 et 561 pour la Tesla. On y revient d'ici une seconde. Et donc, vous voyez qu'ici, on est vraiment dans une bonne moyenne. OK, on a un peu plus de capacité de batterie avec la Sorento par rapport à la DS7. Maintenant, la DS7, c'est une 5 places, plus petite, plus légère. Donc, en toute logique, ben voilà, l'autonomie électrique est un peu plus forte. Par contre, regardez, on est quand même dans une très bonne moyenne. Par rapport à la XC60, on est dans le même genre. Par rapport à la XC90, on est bien mieux, clairement. Celle-ci, bien évidemment, pour la Tesla, faites toujours bien attention. Autonomie annoncée par rapport à l'autonomie réelle que vous pourrez faire avec une Tesla Model X, ce n'est pas toujours pareil. Clairement pas. On a eu l'occasion d'en discuter avec un propriétaire de Tesla. Il nous l'a bien dit. L'autonomie n'est pas du tout celle que. Allez, pour vraiment arriver à cette autonomie-là, il faut vraiment rouler qu'un 9 sous l'accélérateur, comme on appelle ça. Donc, il faut vraiment être très, très prudent. Et il n'est jamais arrivé à cette autonomie-là de toute façon. Donc, vous voyez qu'ici, au niveau autonomie électrique, on se débrouille très bien. Maintenant, on va aller voir l'autonomie totale. Parce que si c'est pour avoir une autonomie électrique confortable et se rendre compte que l'autonomie totale n'est pas terrible, on va regarder justement la capacité du réservoir. Alors, capacité du réservoir à carburant. On va faire une petite remarque par rapport à là-dessus. Donc, vous voyez, la DS7 est 45, 47 pour nous et 70 pour les Volvo et 0, bien évidemment, pour la Tesla, vu que c'est une 100% électrique. Vous voyez que donc, par rapport à nos modèles DS7, on est vraiment dans le même genre. Par rapport à XC60, XC90, voilà, on est un petit peu en retrait. Maintenant, voilà, c'est vraiment handicapant que pour les très longs trajets autoroutiers, pour les vacances. Sinon, pour le quotidien, on a une autonomie bien suffisante, il n'y a pas de souci. Un petit résumé maintenant par rapport aux capacités de recharge de ces différents véhicules. On parle d'un plug-in hybride qui peut rouler en électrique. Bien évidemment, c'est important de pouvoir aussi la recharger et on va voir un peu à quelle puissance et à quelle vitesse on peut le faire. Alors, la puissance du onboard charger, vous en avez parlé tout à l'heure avec Yo, c'est ce qui permet de déterminer la vitesse de recharge. Il n'y a que la DS7 qui se débrouille vraiment mieux, c'est-à-dire à 7,4 kW, sinon les autres c'est 3,3, 3,7, 3,7. Bien évidemment, la Tesla à 16,5. Mais vous voyez que sinon, on est vraiment dans la même moyenne. Donc, c'est raisonnable. Alors, est-ce qu'on peut charger en triphasé sur ces modèles-là? Ça veut dire qu'on peut charger plus rapidement. Non, sur aucune, sauf la Tesla à nouveau, bien évidemment. C'est l'équivalent aussi sur notre e-Niro ou e-Soul, on pourrait le faire également. Recharge rapide en courant continu, donc c'est vraiment sur une borne de recharge rapide, ce n'est pas possible sur aucune, à nouveau, sauf la Tesla, bien évidemment, qui sont très connus avec leur onboard charger. Le temps de recharge officiel, c'est là que ça devient intéressant, parce que les clients, c'est leur première question, hein, souvent, tiens, ça prend combien de temps pour recharger la voiture? Le temps de recharge officiel, c'est les temps de recharge sur les catalogues et Internet. 2 heures pour la DS7, nous sommes à 3h25 et les Volvo à 3h20. Oui, et bien sûr, la Tesla peut avoir une vitesse record de recharge de 20 à 80% en 15 minutes. À nouveau, concentrons-nous sur les plug-in hybrides. Vous voyez que nous, on se bat entre 3h25, 3h20 et au mieux 2 heures avec la DS7. Alors, est-ce que c'est vraiment un handicap d'être plus lent que la DS7 au niveau de la vitesse de recharge? Personnellement, je ne le pense pas. Pourquoi? Votre modèle plug-in hybride, quand allez-vous la recharger? Principalement la nuit à votre domicile ou en journée si vous le pouvez au bureau. Et dans ces cas de figure-là,
vous avez le temps. Vous avez le temps. Si vous travaillez vos 8 heures à la maison, au bureau, pardon, vous avez tout à fait le temps de la recharger. Et même entre le matin et la pause de midi, elle sera complètement rechargée. Donc, quand vous partez manger à midi avec votre voiture, si c'est nécessaire, elle sera de nouveau rechargée à 100%. Vous avez encore toute l'après-midi pour la recharger. Donc, que ce soit fait en 2 heures ou 3 heures, ça n'a pas d'importance. La même chose à la maison le soir. Vous êtes là pour 10-12 heures, vous avez tout le temps de la recharger. Donc, que ce soit fait en 2 ou 3 heures, à nouveau, pas d'importance. Donc, pour les trajets quotidiens habituels, qu'on le fasse en 2 ou 3 heures, pas d'importance. Donc, ça, c'est un conseil que vous pouvez donner à vos clients s'ils font ce comparatif. Monsieur, voilà, vous allez travailler, vous branchez votre voiture au bureau ou à la maison le soir, que ce soit fait en 2 ou 3 heures, ça ne change rien, hein, on se comprend bien. Donc, voilà, ça, c'est un argument que vous pouvez facilement, je dirais, consolider autrement en tout cas. Ensuite, les puissances maximum. C'est intéressant de savoir, bien sûr, la puissance. On achète souvent une voiture en se disant « Ah, j'ai envie que ça roule bien ». Voyons voir ça. Alors, à chaque fois, on a les deux puissances, thermique et électrique. Regardez, la DS7, on est à 110 chevaux électriques pour 225 au total. La nôtre, bien sûr, 91 chevaux pour 265 chevaux au total. Les Volvo ont toutes les deux la même batterie et le même moteur électrique, hein, donc 87 chevaux en électrique. Par contre, en thermique, regardez la XC60 T6, comme je vous le disais, à 340, la XC90 à 390. La Tesla, elle, est à 340 chevaux. Alors, est-ce que c'est intéressant d'avoir des puissances comme celle des Volvo, 340 et 390 chevaux? Alors, clairement, je ne le pense pas que ce soit intéressant d'avoir des aussi grosses puissances. Vous le savez très bien, en Wallonie et à Bruxelles, on est axé sur la puissance à l'immatriculation. Quand on a un véhicule qui fait 340 chevaux au total, en fait, celle-ci au niveau thermique en fait 250 et celle-ci en fait 300. Directement, on passe à un seuil de taxation maximum, c'est-à-dire 5 000 € de taxe de mise en circulation. Alors que chez nous, on va être à 2 500 €. 2 500 €, croyez-moi, bien évidemment, comme je le dis souvent, moi je m'abaisse pour les ramasser hein, s'ils sont là. Donc le client, ce sera tout à fait pareil. Donc déjà, ça c'est un gros argument par rapport au Volvo. On gagne 2 500 € de taxe de mise en circulation. Et pour avoir justement questionné certains vendeurs Volvo, beaucoup disent, oui, quand le client vient nous voir pour un XC60 ou un XC90 plug-in hybride, une de leurs premières questions, c'est tiens, il n'existe pas une puissance un peu plus basse parce que moi, autant de puissance, premièrement, j'en ai pas besoin, puis j'ai pas envie de payer autant de taxes. Donc moi, ça m'intéresserait si vous avez quelque chose de moins puissant. Ah non, désolé, on n'a rien. Voilà. Donc ça veut dire déjà pour nous, ça c'est un bon point positif. On est dans une puissance raisonnable et on a bien assez de puissance. C'est pas comme si on était avec un véhicule qui roulait comme un veau. On se comprend. Ici, on n'a pas du tout quelque chose de poussif. 265 chevaux au total, ça roule impeccablement bien, c'est bien suffisant. Par rapport à la DS7, on voit que la DS7 a un petit peu plus de puissance électrique. Par contre, au niveau puissance totale, elle est quand même en dessous. Voilà, voilà. Alors, maintenant, au niveau de transmission, boîte de vitesse, etc., voyons voir ce que les autres font. Chez nous, nous travaillons avec la boîte automatique 6 rapports. Cette boîte automatique 6 rapports, vous la connaissez par cœur. Vous savez qu'elle est fiable, confortable et réactive. Les autres travaillent avec des boîtes automatiques 8 rapports de différents systèmes. Peu importe, on sait qu'on a une très bonne boîte automatique 6 rapports chez nous, elle est impeccable. À nouveau, faites essayer vos clients, ce sera le premier convaincu. Au niveau 4 roues motrices maintenant, sachez que la DS7, dans sa plus petite motorisation, c'est-à-dire la 225 chevaux, n'est pas disponible en 4 roues motrices. Ce n'est que 2 roues motrices. Par contre, il existe une version 300 chevaux, et là, on peut passer justement en 4 roues motrices. Sinon, tout le monde, nous compris bien évidemment les Volvo et la Tesla, on est en 4 roues motrices intelligents. Par contre, est-ce que ce 4 roues motrices intelligent est encore utilisable lorsqu'on n'a plus de batterie? Vous avez peut-être entendu la question avec Yo, mais sachez que chez nous, c'est encore tout à fait utilisable. Comme système 4 roues motrices passe sur le moteur thermique. Donc, quand il n'y a plus de batterie, on a encore dans 4 roues motrices. Donc, si vous avez la question d'un client qui part au ski, qui doit monter un col, même s'il n'a plus de batterie, aucun problème, ça se passera bien. Par contre, pour la DS7, à nouveau, bien sûr, s'il n'y a pas de batterie, et si on n'a de toute façon pas que 2 roues motrices, ça n'ira pas. Alors, frein moteur, ça c'est encore une question qui pourrait venir de vos clients. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais donc, le frein moteur, c'est-à-dire pensez à la e-Soul et la e-Niro, vous savez qu'il y a les palettes au volant qui permettent d'ajouter du frein moteur à la décélération. Et ça permet de justement récupérer cette énergie pour la mettre dans vos batteries. Malheureusement, nous sommes les seuls à ne pas pouvoir le faire. Les autres, Citroën, etc., Volvo le permettent, nous pas. Maintenant, pour avoir déjà testé ces modèles sur nos concurrents, soyez clairement conscients que la plus-value au niveau justement reprise au niveau énergie avec ce système est très faible. Il faut franchement descendre un col de montagne avec ce système pour vraiment déjà gagner des kilomètres. En temps normal, dans des conditions de circulation normales, vous n'aurez franchement qu'un gain ultra minime avec ce système. Donc franchement,
n'ayez pas peur, ce n'est pas non plus un gros problème par rapport à ça. Donc, vous savez comment répondre. Vous le savez, franchement, pour gagner quelque chose au niveau kilométrage avec cette récupération d'énergie supplémentaire, il faut déjà franchement avoir des énormes descentes, sinon c'est vraiment minime. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tellement important. Voyons voir maintenant un petit peu ce que les magazines automobiles pensent de ces différents modèles et pensent également aussi de notre modèle. On va regarder ça et on va voir un peu les points positifs et négatifs et vous allez voir, on terminera par une petite vidéo. Alors, on commence à nouveau avec la DS7 en version 225 chevaux. Point positif, performance largement suffisante, donc ça roule bien quand même. Appétit en mode recharge batterie. Ce modèle est équipé d'un système où on peut activer la recharge de batterie tout en roulant. Alors, est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment, on le voit tout de suite que c'est vraiment au niveau gourmand, au niveau consommation. Et on perd justement cet attrait écologique, hein, il ne faut pas le cacher. On fait un plug-in hybride pour des attraits fiscaux, mais aussi pour être écologique. Si on perd justement un des deux critères, c'est déjà un peu dommage. Ensuite, la revue automobile nous dit vous obtenez un SUV éligible à toutes les primes et qu'il y en a suffisamment sous le capot. Donc, à nouveau, assez positif. Et ouais, un autre magazine, ces prestations pourraient vous surprendre. Donc, apparemment, quand même, c'est un véhicule qui roule bien. OK, peut-être un peu consommation, mais sinon, ça roule bien. XC60 maintenant. Là, c'est nous qui avons fait le test, donc c'était notre avis justement propre à la Kia Academy. Les performances sont top, heureusement, avec 340 chevaux, ce serait quand même dommage. Passage du moteur thermique vers l'électrique et inversement, très bien conçu, on n'a vraiment pas cette sensation d'à-coup ou quoi que ce soit. Attention à la consommation lorsque la batterie n'est pas chargée. Les modèles Volvo sont très lourds à la base. Et en plus, ils ont des puissances assez fortes, comme on l'a dit, minimum 250 chevaux au niveau thermique uniquement. Bien évidemment, il faut nourrir ces chevaux, donc ça consomme. La boîte de vitesse, c'est un problème connu chez Volvo, des boîtes de vitesse extrêmement lentes. Je te regarde, Olivier, à nouveau, ça peut être justement, si vous avez encore des clients qui viennent en comparant avec Volvo, des boîtes de vitesse extrêmement lentes et peu réactives au démarrage. Donc franchement, ça, ce n'est pas le plus agréable. Ensuite, XC90. Bonne performance, 390 chevaux, heureusement. Par contre, des freinages médiocres. En effet, il faut savoir que le XC90 pèse presque 2,5 tonnes. Il est très haut perché, c'est un véhicule qui est vraiment très grand. Et donc, quand on veut vraiment faire des freinages assez forts, ça ne freine pas au top, ou les freins chauffent très vite et donc on perd cette performance. Sachez que, je me permets de le dire, OK, la Volvo XC60 et XC90, on parle de 340 et 390 chevaux. Ce n'est pas pour autant que c'est des voitures de sport, hein. Attention, ça reste des voitures, moi j'appelle ça des chevaux de confort. Ce n'est pas des chevaux de sport. Ne pensez pas faire Spa-Francorchamps avec, vous serez dans le décor, absolument, hein. Donc je préfère toujours le dire, ce n'est pas parce qu'elle fait 390 chevaux que vous avez une Formule 1. Ça accélère bien en dépassement, ça s'arrête là. Alors, auto123.com nous dit mécanique, manque un peu de raffinement. Bah oui, 390 chevaux, mais ça fait un bruit tout à fait classique. Faible autonomie, 100% électrique, on l'a vu tout à l'heure, à peine 30 km et encore, comme je le disais. Et nous, qu'est-ce qu'on en a pensé? À nouveau, hein, ce passage vers le moteur électrique et thermique se passe très bien. Par contre, très lourd au démarrage, à nouveau, et une boîte un peu lente, comme pour la XC60. Maintenant, voyons voir, pour la Tesla, qu'est-ce qu'on dit? Tesla, produit tout à fait unique dans son genre. Performance et comportement, bah oui, heureusement, pour son prix, ce serait dommage. Amortissement raide, on peut aller jusqu'à des jantes 22 pouces sur une Tesla. Bien évidemment, plus la jante est grande, plus le pneu est fin sur son flanc, et donc à ce moment-là, on perd en confort. Par contre, agilité surprenante, oui, le centre de gravité est très bas sur ce modèle, comme nos e-Soul et e-Niro, donc c'est plus agile. Par contre, les dimensions, vous le verrez par rapport à la Tesla, elle est énorme. Donc en ville, ce n'est pas la voiture la plus agile et dans laquelle on est le plus à l'aise. Nous, qu'est-ce qu'on en a pensé? Performance clairement hors norme. Ils ont un mode de démarrage qui est absolument époustouflant, vous allez voir ça dans une seconde. Par contre aussi, hein, je vous l'avais déjà dit, l'autonomie annoncée par rapport à l'autonomie réelle, il y a des grands gaps. Pensez pas faire 560 km sur autoroute avec une Tesla, hein, en une fois. Ça n'arrivera pas, je vous le dis tout de suite. L'autonomie autoroute est clairement différente. Vous l'avez compris, cette Tesla, c'est un modèle à part. On est vraiment dans un autre monde. On va voir un petit peu, je vous propose, j'ai fait un petit montage d'une vidéo, de plusieurs vidéos, pour vous montrer un peu justement quelles sont un peu les sensations de conduite de ce véhicule. Et on va débrief ça ensemble. Juste après la vidéo, je vous laisse regarder ça à votre aise. À tout de suite. Oh, what the fuck? Oh my god, dude. Oh! Oh shit. Let's go.
Sweet Jesus! That really is properly ludicrous. 100 miles an hour. 105, 110, 112, the Audi's coming. But not fast enough! That is astonishing. Vous l'avez compris, hein, vous avez vu la vidéo, une vidéo assez fun, je trouve. Vous l'avez compris, clairement, la Tesla a des performances hors normes pour battre une R8 V10 sur un kilomètre. C'est que ça pousse bien. Attention, bien évidemment, je le répète, hein, même avec une Tesla, ne pensez pas faire Spa-Francorchamps. Ce ne sera pas aussi drôle qu'avec une Audi R8 ou même avec une de nos Stinger. Ça ne roule pas pareil, hein, c'est un comportement en ligne droite, tout ce qui est virage, etc. Ce ne sera pas du tout pareil. Mais donc, vous l'avez compris, des performances hors normes, un produit assez unique en son genre. Qui sait? Bientôt aussi chez Kia. On verra, je ne vous en dis pas plus. Alors, petit résumé justement par rapport à performance et transmission, par rapport à tout ce qu'on a dit. Voyons voir un peu en quelle position on arrive à chaque fois par rapport à chaque sujet. Puissance maximum, on est à la 3e position. Bien sûr, pourquoi? On a les 2 Volvo devant nous. Attention, à nouveau, ce n'est pas tellement un problème. On sait que trop de puissance, c'est trop de taxes, c'est trop d'argent. Et les clients ne veulent pas toujours ça. Bien évidemment, nos clients ne viennent pas chez nous en voulant une voiture de 500 chevaux. On se comprend bien. Ensuite, 2e position pour le couple maximum. Ça, c'est très bien. Le couple, on sait que c'est agréable. C'est justement la rapidité au démarrage, etc., la force de reprise. On est bien placé par rapport à ça. L'onboard charger, 4e position. On n'est pas les meilleurs. Maintenant, comme je vous l'ai dit, quand on cherche son modèle plug-in hybride, la plupart du temps, on a le temps. Donc, est-ce que c'est important? Pas vraiment. Puissance du moteur électrique, à la 2e position. Jeu derrière la DS7, pas mal. Donc ça, c'est déjà encore un bon point. Capacité de batterie, 1re position. On sait qu'on est une des marques piliers d'un point de vue électrification. Ça se prouve par rapport à ça. Et dernièrement, le CO2, on est à la 2e position. Le 2e meilleur CO2, à nouveau derrière la DS7. Alors vous voyez, on se situe quand même beaucoup plus souvent en 1re et en 2e place qu'en 3e et 4e. Donc à nouveau, ça prouve qu'on est bien positionné. Est-ce qu'on est les meilleurs? Non. Par contre, on est bien loin d'être les moins bons. Donc, on se situe vraiment dans ce premier top 3 à chaque fois, et c'est là qu'on veut être, bien évidemment, avec notre image de marque et notre marque. Continuons maintenant avec Safety ADAS. Vous savez, chez nous, nous sommes des pionniers d'un point de vue électrification, mais aussi au niveau sécurité, au niveau équipement de série par rapport à ça. On vise toujours les 5 étoiles. Au moment du développement de cette formation, le crash test n'était pas encore disponible. Entre-temps, il vient d'arriver, il y a 10 jours. Donc maintenant, ce que je vous propose, on va regarder le crash test ensemble pour voir un peu comment elle s'est débrouillée. Vous allez voir qu'il y a des nouveautés dans ce crash test. On va en discuter ensemble juste après. Je vais juste me permettre au tout début de la vidéo de rester dans l'écran. Pourquoi? Je vais apporter une petite nuance dans un événement, parce qu'on pourrait croire qu'il y a un souci dans le crash test, mais ce n'est pas le cas. Donc je préfère vous l'expliquer en live. C'est parti. Hop, voilà. Regardez ici avec le cycliste. On pourrait croire que le test est raté parce qu'il fait tomber le cycliste, mais non. En fait, la voiture touche la base qui maintient le cycliste en équilibre. Donc, elle n'a pas touché le cycliste. Okay, donc, c'est un test qui est tout à fait réussi. Elle a juste touché la base qui fait avancer le cycliste. Regardez ça, on regarde.
Et voilà, ça se termine ici la vidéo. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est un crash test complet. Elle se débrouille toujours très bien. Je ne veux pas dire que j'aurais envie d'être dans la voiture, quand même pas. Mais on voit quand même que les occupants, ça se passe bien, c'est assez bien géré. Alors, quels sont les points qu'on peut mettre en évidence par rapport à ça? Je me répète, par rapport au cycliste au départ, vous avez bien vu, il ne touche uniquement la base, il ne touche pas le cycliste, donc c'est un test qui est réussi. Par rapport aux autres choses, vous avez remarqué qu'avant, un crash test, c'était quoi? On faisait un choc frontal, un choc latéral, un choc à l'arrière, à la limite, ça s'arrêtait plus ou moins là. Ici, on voit que ça va beaucoup plus loin, les crash tests d'aujourd'hui. On teste aussi les assistances à la conduite. On a vu dans le test ici, qui faisait avec la ligne blanche, détection des cyclistes, détection des piétons jour, nuit, etc., etc. Donc, ça va beaucoup plus loin qu'avant. Et pourtant, avec nos modèles, on s'en sort toujours avec brio, avec 5 étoiles. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que nos modèles évoluent, tout autant que le crash test évolue, on se débrouille bien dedans. Dernier élément, vous l'avez vu peut-être un moment dans la vidéo, dans un choc latéral, on voit le conducteur et le passager, on voit un airbag central qui se déclenche à un moment. Et donc ça, c'est top aussi, hein, on voit qu'on a des airbags positionnés dans de nouveaux endroits dans le véhicule. Donc il y a un airbag central à l'avant, entre le conducteur et le passager, pour éviter que les têtes ne se cognent. À nouveau, ce sont des bonnes nouvelles, ça permet vraiment à toujours d'augmenter cet aspect sécurité. Tout ceci est disponible sur le site Euro NCAP. Si y a des clients qui veulent des questions niveau sécurité, etc., vous pouvez tout à fait leur montrer, il n'y a pas de souci. Alors, vous connaissez le modèle. On sait qu'il y a la version mort, bien évidemment, dans le Sorento. Vous connaissez tous les équipements standards du véhicule. Je pense, Olivier en a déjà vendu. Christopher est sur le point d'en vendre une. Valérian, j'espère que c'est déjà fait aussi. Mais donc, sachez que dans la version mort, vous le savez très bien, elle est super bien équipée. Système de stabilité de la remorque, système anti-multicollision. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me permets de rappeler ce que c'est. Si vous avez un accident, que les airbags se déclenchent, votre Sorento va automatiquement freiner pour essayer d'éviter un deuxième accident, une deuxième collision. Donc, c'est simplement un freinage automatique après collision. C'est dedans également. On a le Smart Cruise Control, détection des angles morts, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, système anti-collision à l'avant et système anti-collision à l'avant dans les carrefours, système d'attention du conducteur et conduite semi-autonome, Highway Driving Assistant. On sait que si on prend la Sense, qu'est-ce qu'on aura en plus? Le Blind Spot View Monitoring. Donc, vraiment, dans ce tableau de bord, vous aurez accès à la visualisation des angles morts et le système anti-collision quand vous sortez d'une place de parking. Voilà. Tout ça, vous le connaissez normalement, mais je viens de le résumer en quelques mots. Passons maintenant à la concurrence pour voir qu'est-ce qu'ils proposent en fonction de quelle finition. Parce que comme on le sait, nous, dans la mort, quasiment tout est déjà de série. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Allons voir maintenant chez DS comment ils se débrouillent. Alors déjà, chez DS, c'est presque une map, comment on peut appeler ça. C'est, allez, j'ai oublié maintenant, un plan. Il faut presque un plan ici pour comprendre leur façon dont ils étalent les finitions. C'est un peu compliqué. Mais regardez la base, la chic. Qu'est-ce qu'on a dedans? L'alerte conduction, attention conducteur, l'alerte franchissement en ligne blanche, freinage d'urgence et reconnaissance des panneaux. Ça s'arrête là. On n'a pas d'angle mort, on n'a pas de cruise control adaptatif, etc. Donc, on a vraiment quelque chose quand même assez basique. OK, on va aller un peu plus loin, on va aller dans la grande chic, qui est déjà la haute gamme, pour voir un peu qu'est-ce qu'on retrouve en plus. Alerte conduction, attention conducteur par caméra. Donc, il y a une caméra au tableau de bord qui visualise vraiment le visage du conducteur pour voir s'il garde bien l'attention. Surveillance des angles morts, enfin on l'a. Reconnaissance de plus de panneaux qu'à la base et freinage d'urgence jusqu'à 140 km/h. OK, ça devient pas mal. Maintenant, est-ce qu'on a encore autant que dans le Sorento? Toujours pas. Pourquoi on n'a pas encore le Smart Cruise Control, justement le cruise control adaptatif ou intelligent? Ben oui, en effet, on doit prendre la Louvre pour ceci. Donc, on doit aller dans la Louvre, une série spéciale encore plus haute que la haute gamme, pour pouvoir bénéficier enfin de l'équivalent de notre cruise control adaptatif et du Highway Driving Assistant. Donc, c'est quand même un peu triste. Ici, on voit qu'on doit vraiment monter en gamme pour avoir quelque chose d'équivalent à ce que nous, on propose déjà dans une mort. Ensuite, XC60. XC60, voiture pas trop mal équipée. On sait quand même que c'est un pilier d'un point de vue sécurité. Je le répète, mais la Volvo a inventé la ceinture 3 points. Donc 3 points, pardon. Donc au niveau sécurité, ils ont inventé énormément de choses. Voyons voir qu'est-ce qu'ils mettent de série dans leur modèle. Système contrôle de la remorque, niveau stabilité, détection ligne blanche, système anti-collision frontale, OK, alerte, attention du conducteur, freinage automatique après collision, système City Safety, c'est système anti-collision à l'avant, un système anti-coup du lapin au niveau appui-tête. Sachez que nous, de toute façon, nos appui-têtes, etc., les dossiers sont actifs, on propose quelque chose de quasiment équivalent, et détection des panneaux. Mais je ne vois nulle part une détection d'angle mort et un cruise control adaptatif. Je ne vois ça nulle part.
Peut-être qu'il faut monter en gamme, voyons voir. Dans l'inscription, ah non, rien de plus, c'est que de la finition, c'est que pour les yeux. OK. Ben, en fait, il faut prendre un pack. Il faut prendre le pack Driver Assist, et là, on a enfin ce cruise control adaptatif, la conduite semi-autonome, la détection d'angle mort et le système anti-collision à l'arrière. Vous voyez, donc il faut quand même à nouveau reprendre un pack, alors que chez nous, tout ça est de série. XC90 maintenant. On est sur un tout autre, allez, encore un autre segment, on est encore sur du plus haut de gamme. Là, par contre, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Ils ont même également l'adaptation du cruise control en fonction des virages sur autoroute, comme nous, on le propose également sur le Sorento. Donc, attention, ça c'est quand même pas mal, ils le proposent également. Par contre, regardez, et je trouve ça un peu mesquin et petit de la part de Volvo, le Bliss, c'est-à-dire la détection d'angle mort, est encore en option. Donc, tout est de série, sauf la détection d'angle mort. C'est quand même un peu petit sur un véhicule de cette gamme-là. On met encore juste une option, allez, sur le côté. C'est un peu petit, un peu dommage. Et notre dernière, la Tesla. Alors ici, bon, bien évidemment, pour un véhicule de ce prix-là, on verra le prix juste après, mais on a quand même quelque chose de bien équipé. Attention que le pilote, j'ai oublié le nom maintenant, le Smart Pilot, Autopilot, voilà, de chez Tesla, n'est pas de série. Il y a deux versions du Autopilot chez Tesla. Il y a un petit Autopilot et un gros Autopilot. Le petit Autopilot est vraiment équivalent à ce que nous, on propose avec le Highway Driving Assistant. Donc le Autopilot, le petit est de série chez Tesla, tout comme le reste, ils sont bien équipés. Par contre, vous voulez le gros Autopilot, ça reste en option. On verra après à quel prix vous tomberez de votre chaise très probablement. Alors, un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Ici, on a les différentes options et les différents modèles. S pour standard, O pour en option. Si on regarde la DS7, 3 options sur 6 sont présentes. Donc, il reste quand même encore 3 options à prendre en option. Tesla Model X, 6 sur 6, on est bon. XC60, 3 sur 6 à nouveau. Bof. XC90, 5 sur 6. Et la Sorento, 6 sur 6. On a absolument tous les équipements standards. Alors que les autres, à part la Tesla, le proposent en option. Donc vous voyez que même d'un point de vue fourniture de base, de ce qui est fourni de base dans le modèle, on voit qu'on a vraiment bien fait les choses, tout est déjà dedans, et on sait que souvent dans notre marque, dans nos gammes, c'est assez redondant, on le voit assez souvent, on a beaucoup d'équipements standards, et c'est tant mieux. Alors, passons maintenant un peu à la polyvalence et au confort. Et là, je vais vous proposer un petit exercice pour voir un peu justement qu'est-ce que vous voyez au niveau des concurrents, au niveau polyvalence et confort. Comment va-t-on faire? On va faire en fait une comparaison à nouveau entre les 4 modèles. Je vais demander à Valérian de travailler aussi, il nous fera un petit débriefing par le chat. Alors, je vais donner la XC60 allez, à Olivier, parce qu'il connaît un peu, justement, ça va être intéressant pour toi de comparer. Tu vas refaire la XC60, Christopher va faire la DS7 et Valérian va faire la XC90. OK? Donc Valérian XC90, Olivier XC60, Christopher DS7. Je vais vous envoyer dans le chat la liste de prix des 3 modèles. Comme ça, ça va vous faciliter la tâche, vous allez pouvoir retrouver la liste de prix immédiatement. Sachez que pour Volvo, donc je pense à Olivier et Valérian, il y a un chapitre directement associé à la polyvalence et au confort. Donc vous allez être assez facilité directement, vous retrouverez les infos rapidement. Pour Christopher, DS7, accroche-toi, la liste de prix fait 60 pages, je crois. Essaie de directement aller vers le bon chapitre, hein. Ça va? Comme ça, tu gagneras du temps pour essayer de trouver polyvalence et confort. On va faire des breakout rooms. Et encore, non, ce n'est pas tellement nécessaire parce qu'on est peu. Donc, on ne va pas faire de breakout room. Je vais vous laisser travailler pendant justement 7 minutes. Et chacun de votre côté, vous allez préparer ça et on débriefera ensemble par la suite. Le but du jeu, vous l'avez compris, c'est trouver les points forts et points faibles de chaque modèle. Ne vous fiez pas uniquement à la liste de prix. Vous pouvez aussi aller sur Internet, regarder des tests, faites ce que vous voulez. Attention, 7 minutes, par contre, ça va très vite. Alors, une dernière chose avant qu'on avance, ne commencez pas à me parler du GPS, ne commencez pas à me parler de la taille des jantes, je m'en moque. Je veux que vous me parliez de la polyvalence et du confort. Donc, confort, c'est quoi? C'est des options qui rendent justement le trajet plus confortable. La polyvalence, c'est la façon dont le véhicule va s'adapter à vos styles de vie, à vos déplacements, à un départ en vacances, etc. Donc, la polyvalence, c'est vraiment la façon dont le véhicule s'adapte aux différentes étapes de la vie, aux différentes étapes de vacances, etc. Okay, la façon dont le véhicule va s'adapter. Et confort, vous l'avez compris, confort de marche, toutes les options sympas qui rendent le véhicule plus confortable. Donc je le répète, ne me parlez pas de couleur et de jantes, on n'est pas sur ça. Je veux vraiment entendre parler de ces deux choses-là. J'ai hâte d'entendre vos résultats, voir un peu ce que vous avez pensé. Commençons avec Christopher, qui n'a pas eu le plus facile avec le DS7, parce que comme on le disait, la liste de prix est, comme leur gamme, très extensive. Dis-moi un petit peu justement, Christopher, qu'est-ce que tu as pu constater par rapport au modèle?
Mais ici, par rapport au confort, par exemple, il y a les phares qui s'adaptent de plusieurs façons différentes. Ok, ouais, c'est Par exemple, confortable, c'est vrai. quand il y a de la pluie, quand on est sur l'autoroute, quand on est en urbain, donc ils vont plus éclairer, soit plus loin, ou par exemple les abords de la route. D'accord, Et alors aussi les suspensions qui sont actives par caméra. Donc elles détectent les imperfections de la route par caméra. d'accord, d'accord. Elles s'adaptent par rapport à ça. Ok, Alors, je t'avoue que j'ai trouvé que ça. c'est vrai, ben, comme tu le dis, hein, c'est deux points positifs. Dans les points autres positifs que je vais te montrer, mais tu n'auras pas pu le voir dans la liste de prix parce qu'ils ne le disent pas, c'est par exemple ici au niveau du tunnel de transmission pour la deuxième rangée. Le tunnel de transmission, il n'y en a pas, c'est tout à fait plat. Donc là, il faut le dire, attention, c'est bien conçu. Ça augmente justement l'habitabilité pour les passagers arrière. Il n'y a pas ce tunnel de transmission, c'est confortable. Pour le conducteur et passager à l'avant, ben, vous voyez, bon, c'est bien dessiné. Certains de vos collègues disaient, attention, c'est bien dessiné, mais ça dure 2 ans, puis après, c'est fini. Après, voilà, ça c'est vraiment, bien sûr, on ne peut pas critiquer, c'est une question de point de vue et c'est goût et couleur. Par contre, aussi par rapport aux passagers arrière, regardez les poches au dos des sièges. Ça paraît bête, c'est des petits détails, hein, mais ça fait. Il manque ce petit côté premium. Pourquoi? Ce ne sont pas des poches, ce sont vraiment des filets. Filet veut dire vous mettez une feuille, ben on voit le document. Si c'est un document important, c'est pas le plus drôle. Vous mettez un bic, il peut tout à fait tomber de ce filet. Donc c'est pas le truc le plus facile, le plus pratique au quotidien. Donc c'est des petites choses quand même assez dommages. D'un point de vue coffre, banquette 1 tiers, 2 tiers, un double plancher de coffre, mais franchement le double plancher vous donne accès en plus à vraiment 10 cm de volume complémentaire. Donc pas tellement intéressant. Le coffre est assez coupé aussi, hein. Vous le voyez ici, il est assez coupé quand même, donc on perd pas mal de place d'un point de vue du volume. Maintenant, ça reste raisonnable. Par rapport à la place disponible pour les passagers arrière, dans tous les tests que j'ai pu voir et lire, ils disent franchement qu'on est bien installé à l'arrière, c'est confortable. Donc en soi, bien évidemment, elle n'a que 5 places, mais c'est pas trop mal. Je dirais sinon, c'est ces petits points faibles à gauche et à droite, mais c'est quand même pas trop mal. OK. Passons maintenant à la XC60. Alors, Olivier, qu'as-tu de beau à me dire sur la XC60? Alors, il y a 5 modes de conduite. Mhm. Donc, en termes de confort, et notamment, on peut forcer les 4 roues motrices. Absolument, ouais. Alors, il y a une clim quadrizone. Exactement. Il y a un amortissement piloté. Ouais, une suspension pneumatique, tout à fait. Il y a plus de personnalisation. On en parlait tout à l'heure. Ouais, Euh, alors, par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu. Voilà, elle est plus typée 4 places que nous. absolument, ouais, tout à fait. J'allais le dire, c'est une Les bonne sièges remarque. arrière sont vraiment très, très renfoncés. Mhm. Donc, 3 personnes ou 3 enfants à l'arrière, pas évident. Exact, c'est une bonne Et alors, remarque, Olivier. les prix à partir de 61 900 euros, Mhm. quand nous, on commence à 55 000, Ouais, en sachant que l'option de la IFI est à 2200 ou 2300 euros. ouais, le système Bauer Wilkins qui propose 15, est très cher, 15 haut-parleurs, absolument. oui. Ouais, tout à fait. Mais justement, tout ce que tu dis est intéressant. On va d'abord commencer par le coffre. À nouveau, hein, le XC60 a un coffre assez coupé à l'arrière. On perd pas mal en volume, surtout en hauteur. En surface, ça va, mais en hauteur, on perd un peu. Banquette arrière en 1 tiers, 2 tiers avec une trappe à ski, donc un peu comme nous, mais c'est quand même pas mal. À l'avant, alors je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Olivier. Ok, moderne, épuré, mais on verra que ça a aussi des côtés négatifs, hein. On va y revenir juste après, mais on voit que c'est quand même joliment dessiné. Les sièges arrière, tu le disais toi-même, en effet, 2 places arrière assez confortables. Par contre, le passager central, c'est tout de suite autre chose. Donc, c'est plus une 4 places et demie qu'une vraie 5 places comme nous, on pourrait le proposer. Banquette arrière fixe également. Donc, on ne commence pas à jouer et à moduler comme la nôtre. Donc, niveau polyvalence, c'est quand même pas pareil. Niveau siège avant, ils sont aussi assez confortables dans cette suspension pneumatique. En effet, niveau confort, on sait que Volvo est une référence. Maintenant, d'un point de vue polyvalence, ça s'arrête assez vite. Oui, OK, commande 4 zones au niveau climatisation, etc. Il y a des plus, mais ça s'arrête assez vite. Il faut savoir qu'ici, le tunnel de transmission est très gros, très très gros. Donc, à nouveau, le passager central arrière est vite handicapé. Puis, deuxièmement, aussi des filets de rangement et non pas des poches. Donc, nous, on propose les deux dans le Sorento, on regardera ça après, mais donc uniquement des filets. Donc, à nouveau, pas le plus premium non plus, je trouve. Alors, donc j'allais dire par rapport à la XC90, en effet, 7 places, plus de modularité, hein. Là, on a vraiment les 7 places complètes. Tous les sièges arrière peuvent vraiment avancer, reculer. On a quelque chose d'assez modulaire. Attention, suspension pneumatique, ça a des points positifs mais négatifs. Positif pour le confort, négatif, ça devient un vrai bateau. Vous conduisez, c'est vraiment, allez, j'exagère en faisant ça, mais dès que vous freinez, ça cambre. Quand vous tournez, ça penche.
Ça a des points négatifs. Moi, personnellement, suspension pneumatique, vous ne m'aurez jamais avec ça. C'est beaucoup trop bateau. Donc, clairement, attention que l'excès de confort a des pertes au niveau de dynamisme. Donc, ça aussi, c'est important. Par contre, point très positif chez Volvo, ils ont une solution de siège enfant intégré. Ça coûte 200 € et c'est vraiment bien fait. Vous avez un siège enfant intégré ici au centre. Dans la XC60, c'est sur les côtés. Maintenant, voyons voir un petit peu justement. Ah oui, non, juste encore un dernier élément par rapport à la XC60. Sachez que tous les sièges arrière, etc., sont en rabattement manuel et non pas électronique ou électrique comme chez nous. Donc ça aussi, pour un véhicule de ce gabarit, de ce genre et de ce segment, c'est un peu dommage. Ça manque un peu d'électrification et de confort complémentaire. Passons à la Tesla. Alors la Tesla, beaucoup de choses positives, mais aussi des négatives, bien sûr. Bon, leurs portes, il faut leur laisser, bien évidemment, c'est hors du commun. D'un point de vue accessibilité du véhicule, c'est fantastique. N'importe qui, de n'importe quel gabarit, peut rentrer très facilement dans le véhicule. Ici, vous voyez dans la photo une configuration 6 places. Configuration 6 places, c'est-à-dire 2, 2, 2. Il faut savoir que là, c'est vraiment des sièges individuels électriques, donc un réglage électrique. Donc d'un point de vue confort, là, on arrive vraiment dans quelque chose de top, bien évidemment. Si ce n'est que ça a quand même quelques défauts. Par exemple, les passagers arrière ne peuvent même pas actionner le chauffage de leur siège eux-mêmes. C'est le conducteur qui doit le faire. Donc, si papa s'est disputé avec les enfants et qu'il a envie de les ennuyer, il ne le fera pas. Donc, vous voyez, on se comprend, hein, bien évidemment, mais ces genres de bêtises qui sont tout à fait disponibles chez nous, ce n'est qu'un bouton à rajouter. Aussi important, volume de coffre. Si vous prenez une 6 places, donc là, les 2 sièges dans le coffre sont rabattus, vous devez faire un déménagement. Vous devez aller déménager votre beau-frère demain. Sachez que ce sera très limité d'un point de vue de dimension. Pourquoi? Parce que les 2 sièges, la 3e et 4e siège ici, ne peuvent pas se rabattre. Ils peuvent juste avancer. Mais c'est-à-dire que donc, le volume disponible à l'intérieur reste toujours quand même beaucoup plus faible que si on pouvait vraiment les rabattre complètement. Donc pour ça, vous devez prendre une 5 ou 7 places. Là, ça devient possible. Les 2 sièges arrière, assez confortables, assez pas mal. Encore un petit point noir que j'ai lu dans beaucoup de tests et que j'ai pu constater moi-même sur le véhicule. Un véhicule 100% électrique de cette technologie-là, sachez que les 2 sièges arrière sont à rabattement et actionnement manuel. Ils ne s'ouvrent pas, ils ne se ferment pas électriquement. Alors que des concurrents directs à lui, je pense à notamment le Q7 de chez Audi, le proposent. C'est un peu dommage, un véhicule de ce prix-là, de ce gabarit, là où tout est électronique, propose ceci en manuel. C'est quand même un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Vous avez compris, hein, notre Sorento est rempli de points forts par rapport à la concurrence. OK, on ne propose pas de suspension pneumatique, mais est-ce que nos clients seraient prêts à mettre 2 500 € dans une suspension pneumatique? Je ne pense pas que ce sera la demande pas la demande que vous recevrez le plus souvent. Donc clairement, notre suspension est dynamique tout en restant confortable, c'est aussi important. Si vous lisez les tests, c'est d'ailleurs souvent ce qu'ils diront, c'est un comportement dynamique pour un SUV de ce gabarit-là. Continuons avec un petit bonus niveau connectivité. Ici, on va regarder au niveau connectivité, qu'est-ce qu'on propose par rapport aux autres, quelques minutes même pas. Alors, vous voyez les différents écrans. Je reprends ce qu'Olivier disait tout à l'heure en disant, oui, la Volvo, c'est design, c'est épuré, il n'y a plus de boutons, c'est top, etc. Tout à fait d'accord. On va retrouver cette solution-là, d'ailleurs, dans la XC60, la XC90, mais aussi dans la Tesla. Par contre, à nouveau, renseignez-vous, lisez des tests. Je lisais il n'y a pas plus tard que 2-3 jours le test de la nouvelle Golf plug-in hybride. Il disait, la fonction multimédia intérieure avec cet écran 100% tactile qui commande même donc la radio, la climatisation, etc., disait, pas de boutons, c'est dommage. En fait, on y perd un peu justement ce côté facile d'utilisation et on fait très rapidement des fausses manœuvres. Donc ça, c'est important. Souvent, l'écran tactile sans boutons, ça permet trop de fausses manœuvres. Et c'est souvent ça qui ressort. Plus de boutons, c'est une mauvaise solution. Il faut laisser un minimum de boutons. OK? Parce que comme je me rappelle, dans le test, il disait « Ah oui, j'ai voulu augmenter le son de la radio. Et en fait, en faisant une fausse manipulation, j'ai mis le son à fond, on était tous sourds. » quoi. Donc, ce n'est pas le but non plus. Un petit bouton rond à tourner, c'est encore aussi beaucoup plus facile, bien évidemment. Donc, plus de boutons, ce n'est pas la meilleure des solutions. Il faut trouver un juste milieu. On voit que chez Volvo, donc, tout est pilotable depuis l'écran. C'est beau, c'est joli, mais à nouveau, hein, pépé ou mamie qui viennent chercher une voiture, ce ne sera pas le plus facile pour eux. Même exemple pour la Tesla, un magnifique écran 17 pouces avec les mises à jour automatiques, etc. Donc, vraiment quelque chose de topissime. Mais à nouveau, papy qui commande sa Tesla Model X, qui va la chercher chez le concessionnaire et sachez que chez Tesla, les livraisons, il n'y en a pas. C'est monsieur, voici les clés. Beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir. Elle est chargée. À bientôt. Hein. Si vous avez des questions, monsieur le client, il y a un service clientèle que vous pouvez joindre à tel numéro. Voilà. Allez, bonne journée, au revoir. C'est comme ça chez Tesla. Il n'y a pas de livraison. Donc, imaginez quelqu'un qui est un peu dépassé au niveau technologique qui tombe devant cet écran-là. Bonne chance. Vraiment, bonne chance. Donc, je me répète, plus de boutons, ce n'est pas la même solution.
Est-ce qu'il les livre à domicile? Notre très cher ami Valérian nous demande. Non, il ne livre pas à domicile. Par contre, il répare à domicile. Quand il y a une panne sur le véhicule, ils viennent le dépanner à domicile. Par contre, ils ne le livrent pas à domicile, c'est à la concession. On voit dans la DS7 que là, c'est un mix des deux, un peu comme chez nous. On a des boutons physiques et un écran tactile. Pour moi, c'est un bon juste milieu. Par contre, point noir de la DS7, regardez le bouton Start du modèle, c'est en plein milieu du tableau de bord. Donc, quelqu'un qui achète ce véhicule pour la première fois, qui n'est pas habitué, clairement, je pense qu'il va chercher le bouton Start plusieurs fois avant de le trouver. Donc, est-ce que c'est vraiment intelligent de l'avoir mis là? Je laisse ça en suspens. Alors, ensuite, chez nous, bien évidemment, vous le connaissez. Alors, on est les seuls à proposer l'écran multimédia dans le même plan que notre compteur digital. Donc, ça, c'est très sympa. Et d'ailleurs, souvent, on le compare au bloc compteur et système multimédia de chez Mercedes. Donc, à nouveau, hein, je préfère qu'on nous compare à Mercedes plutôt qu'à Dacia, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour Dacia. Mais bien évidemment, c'est plus agréable d'être comparé à eux. Alors, vous le voyez, donc ici, à nouveau, nous aussi, hein, on propose un mix des deux, un écran tactile avec des boutons et surtout, encore une commande de climatisation manuelle. Tout ce qui est manuel au niveau climatisation et surtout réglage du volume par un bouton, c'est surtout ces fonctions-là, je pense, que les clients recherchent encore. Donc, on propose un bon juste milieu avec quelques fonctionnalités quand même assez spéciales, les sons de la nature, etc. Ça paraît bête, hein, mais c'est toujours sympa pour certains clients, ce genre de ces petits plus complémentaires. Les gens qui sont dans les embouteillages, les gens qui passent beaucoup de temps dans leur voiture, ce seront des petits plus agréables pour eux. Alors, maintenant, d'un point de vue de l'application connectée, on sait que chaque marque travaille avec des applications. MyDS. Alors, on a des infos d'autonomie, on peut chauffer, refroidir le véhicule à distance, programmer ses recharges, lire son journal de trajet et localisation du véhicule. Par contre, en aucun cas, chez DS, on pourra ouvrir et fermer le véhicule à distance. Nous, on le peut. Donc, à nouveau, petit point noir chez DS. XC60, XC90, info autonomie, OK, avec l'application Volvo On Call, chauffage, refroidissement à distance, verrouillage, déverrouillage, journal des trajets et la localisation. Ici, on a quand même quelque chose d'assez complet. Si on va chez Tesla, on passe vraiment dans un autre univers. Info autonomie, chauffage, refroidissement et activation du siège chauffant et du volant. Système intelligent, sachez que vous pouvez transférer l'énergie de votre batterie dans l'installation électrique de votre maison. Donc pendant les heures de pic, là où l'électricité est la plus chère, vous pouvez transférer l'énergie de votre batterie dans la maison et ensuite recharger votre voiture pendant la nuit au tarif horaire le plus faible. Donc là, quand même pas mal. Update du véhicule à distance, ce ne sont pas les seuls à le faire, mais ils peuvent faire des updates directement par le smartphone. Et dernièrement, localisation et sortie du garage automatique. Attention, uniquement avec l'application, avec l'option Autopilot, mais c'est sûrement censé vous rappeler quelque chose. Souvenez-vous, on a aussi cette option-là sur notre modèle diesel dans un premier temps. Et donc, sortir le véhicule du garage, on peut le faire également, pas avec le smartphone, mais avec la clé. UVO, vous connaissez, on a tout ce qui est info autonomie, verrouillage, déverrouillage du véhicule, et on a également programmation de recharge, journée de trajet, localisation du véhicule, et unique, le Last Mile Navigation. Vous allez quelque part avec la navigation qui est en route sur votre GPS, vous pouvez terminer justement la navigation en continuant à pied avec votre smartphone en main. Petit plus quand même assez sympa pour les gens qui vont régulièrement en ville, etc. etc. Voilà, ça c'était un petit rappel justement de ce qu'on pouvait faire au niveau connectivité et application. Maintenant, passons prix, taille et dimension. Je fais une pause un instant. Y a-t-il des questions ou tout est bien clair pour vous? Ça a l'air bon, on dirait. Continuons alors. Ici, je t'écoute, Christopher. Pour les plugins hybrides, il ne va pas être prévu de pouvoir faire la programmation justement de tout ce qui est chauffage et autres? Alors, pas dans un premier temps, mais on espère que ça va arriver. On sait que sur nos modèles 100% électriques ISO Liniro, c'est possible. Mais en tout cas, pour le moment, sur dans les autres marques, ils y arrivent, c'est ça? Excuse-moi? Dans les autres marques, ils le font, là, si je vois bien. Tout à fait. Maintenant, il y a deux marques, par exemple, comme DS, qui ne proposent pas de verrouiller, déverrouiller le véhicule à distance. Nous, on le fait. Mais en effet, cette option chauffage-refroidissement, elle revient assez souvent en question. Malheureusement, ce n'est pas encore possible. Notre collègue Lucas, que vous avez vu dans le workshop de Yo, nous disait justement qu'il espérait que ça puisse arriver dans des mises à jour modèles futures. Mais ici, ce serait sur les mises à jour des modèles, pas de UVO Connect, par exemple. Une personne qui a déjà ici, par exemple, un Niro PHEV, parce qu'en fait, j'ai eu la question d'un de mes clients qui a maintenant un Niro PHEV avec UVO qui va évoluer. Ça ne va pas être possible par la suite. Ce n'est pas une mise à jour de l'application. Ça doit être au niveau du véhicule que ça doit changer. Oui, tout à fait. Ce sera plutôt au niveau du véhicule. Oui, tout à fait. L'application, ce n'est pas encore piloter le véhicule. Donc, c'est d'abord rendre ça possible sur le véhicule pour ensuite le rendre accessible depuis l'application.
Ok, d'accord. Merci. Après, ce sera peut-être des mises à jour qui seront, je ne sais pas, hein, ce sera peut-être des mises à jour qui seront faites en atelier facilement, ou ce sera peut-être uniquement des mises à jour modèles, je ne sais pas. Malheureusement, en tout cas, pour le moment, pour être certain, ce n'est pas disponible. Oui. Ça va? Merci pour ta question, Christopher. On fait maintenant notre dernier chapitre ensemble. Il nous reste un quart d'heure, donc ça va être parfait. Prix, taille et dimension. On va analyser un petit peu, justement, premièrement, par rapport au prix, où est-ce qu'on se situe par rapport aux concurrents. Olivier l'avait déjà dit tout à l'heure par rapport au Volvo, mais on va mettre ça plus en évidence maintenant. Alors, la More, vous le savez, on démarre à 55 090 €. On va partir sur ce modèle de référence parce qu'il est très bien équipé, mieux que la concurrence de base. Ce qu'on va juste faire, c'est quand même additionner les 7 places à 1 000 €. Donc, on va partir sur un prix référence de 56 000 €. Oui, bien sûr, la Sens, vous le savez, 59 000 €. Mais donc voilà, on va partir, nous, sur la More en 7 places, donc 56 000 €. Ça va être notre prix de référence. Comparons ça maintenant à la DS7. Alors, DS7, elle démarre à 47 990 €. OK, mais on n'a rien de base dedans. Donc, on doit vraiment encore ajouter toutes les options pour avoir quelque chose de comparable à notre version More. Ah, OK, on va sur la Grand Chic. 53 490 €. Mais on sait que dedans, on n'a toujours pas ce système d'aide à la conduite semi-autonome et notre cruise control adaptatif. En effet, on doit aller sur la Louvre à 59 490 €. 59 490 € pour avoir quelque chose de comparable à notre Sorento qui est à 56 000 €. Et je le répète, nous, on est en 7 places, elle est en 5 places. Donc, on est moins cher et mieux équipé. Ensuite, XC60, on démarre à 61 900 €. Olivier nous le disait tout à l'heure. Si on prend l'inscription qui n'a rien de plus à part de la finition, c'est 66 200 €, donc 5 000 € de plus. Si on veut enfin les systèmes d'aide à la conduite, c'est 1 700 €. Donc on arrive à un peu plus de presque 64 000 €, donc soit presque 8 000 € de plus que notre Sorento pour avoir un équipement équivalent, tout en restant, messieurs, en 5 places. Donc à nouveau, c'est important. XC90 maintenant. Très bien équipé de série, 84 440 €. Vous voulez encore le système d'angle mort? Bien sûr, c'est 650 €. Comme je l'avais dit, c'est un peu mesquin de ne pas l'avoir mis de base. Mais donc, on voit qu'on est à 85 000 € pour un XC90 7 places. Donc, ça tape au niveau prix, hein. Et notre dernière sélection, bien sûr, la Tesla, on démarre à 93 990 €. L'autopilot dont je vous parlais, 7 500 €, messieurs, juste pour qu'elle ait une conduite où elle peut changer de bande avec le clignoteur et on sait les dégâts que ça peut provoquer. Et la sortie du garage avec l'application. Donc, vous voyez, 7 500 €. Et attention, vous voulez cette place, pas de problème, chez Kia, c'est 1 000 €. Chez Tesla, 3 700 €. Bim! Tout ça pour avoir 2 places manuelles dans le coffre, hein. Donc, souvenez-vous, c'est quand même des gros surcoûts. Ça fait mal. Résumé par rapport au prix, justement. Regardons un peu la différence, où elle se situe. Si on choisit l'XC90, qui pour moi, je dis bien pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'un point de vue gabarit et les 7 places et le modèle plug-in hybride, est la plus comparable à ce que nous proposons. Mais regardez, il n'y a pas, non pas moins que 29 000 € de différence. 29 000 €. Donc, attention, clairement, 29 000 € de différence. C'est-à-dire que pour le prix d'une Sorento et d'une Xceed, vous avez une XC90. On se comprend, hein, donc ça veut dire quand même qu'on a quasiment pour une voiture en plus, on arrive à une XC90. Donc c'est quand même des énormes coûts d'achat. Valérian nous dit, tu ne peux pas comparer une Kia avec une Tesla. Oui, au niveau prix, absolument. Ici, je l'ai juste dit, c'est peut-être pour voir au niveau technologique, où est-ce qu'on était, entre guillemets, par rapport à eux. Et on voit qu'il y a certaines options qu'on peut comparer à eux. Sortie de garage automatique, on est les seuls, par exemple, avec Tesla à le proposer, les autres pas. Mais en effet, comme je le disais au début de ce workshop, celle-ci, c'est la seule 7 places 100% électrique. C'est pour ça qu'on l'a choisie, pour un peu voir comment est-ce que ça se passe par rapport à eux. Imaginons un client va voir la Tesla et se dit, purée, c'est quand même très cher pour avoir une 7 places électrique. Je vais me rabattre sur une plug-in moins chère. Voilà, on est une très bonne solution pour ces clients-là également. Alors, maintenant, d'un point de vue dimension, on ne va pas revoir toutes les choses ici. Le but du jeu, c'est de savoir, OK, oui, l'empattement, la XC90 est la plus grande au niveau de l'empattement, donc c'est-à-dire distance entre la roue avant, roue arrière. Par contre, au niveau dimension extérieure, c'est la Tesla la plus grosse, c'est la plus large. Par contre, la plus haute, c'est la XC90 à nouveau. Là, ce qu'on va surtout regarder, et le plus intéressant, c'est les dimensions intérieures. Parce que avoir les plus grosses dimensions extérieures, entre guillemets, ça n'a pas vraiment de sens. Prenez une XC90, prenez une Tesla, allez rouler un petit peu en ville avec, vous verrez que vous ne serez pas le plus à l'aise, hein. Personnellement, pour avoir essayé les deux, c'est très chouette sur des routes normales, mais des petites rues un peu étroites en ville, il y a des fois, on serre un peu les fesses. Donc,
Au niveau dimension extérieure, on a quelque chose de raisonnable, on n'est pas trop grand, on n'est pas trop large, on a vraiment quelque chose de bien. Par contre, regardez, d'un point de vue espace de jambes pour le conducteur passager et la deuxième rangée de sièges, c'est nous qui proposons la plus grande espace de jambes, le plus grand volume d'espace de jambes. Donc là, clairement, on voit qu'on n'est peut-être pas les plus gros à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est nous qui avons peut-être l'habitacle le mieux étudié et le mieux abouti pour le confort de ces passagers. Donc ça, c'est quand même un très très bon point positif. Dans un test, il disait également, il y avait un journaliste qui faisait 1,92 m. Il s'est installé à la troisième rangée de sièges et s'est ensuite installé à la deuxième rangée de sièges. Avec tous les réglages tout à fait faits sur mesure pour lui, il était très confortablement installé. Donc une personne de jusqu'à 1,90 m peut s'installer à l'avant et à l'arrière en étant bien. Alors, est-ce qu'il pourra faire 2000 km comme ça? Peut-être pas, mais pour des petits trajets de temps en temps, pour dépanner, ça s'est très très bien passé en tous les cas. Alors, juste une petite info, si vous regardez les volumes de coffre de la Tesla, elle est plus grande que tout le monde. Pourquoi? Parce que bien sûr, elle bénéficie d'un coffre également à l'avant, le coffre à frites, comme j'appelle ça. Vous pouvez aller chercher des frites, le mettre dans votre coffre à l'avant, et au moins, ça ne fait pas commencer à mettre toute l'odeur dans l'habitacle. Vous avez une sorte de coffre complémentaire à l'avant, comme ça vous le savez. Passons maintenant à notre conclusion de ce workshop. Vous l'avez compris, on a identifié les points forts de notre Sorento plugin hybride et maintenant, vous aurez d'autant plus facile de pouvoir les défendre auprès de vos clients potentiels quand ils viendront dans le showroom. Je suis d'ailleurs content d'entendre qu'Olivier avait eu des comparaisons avec des Volvo. Si ça t'arrive encore, Olivier, et si ça arrive également à vous, chers autres collègues, Christopher et Valérian, n'hésitez pas à ressortir les arguments que je vous ai donnés aujourd'hui. Identifier qui sont nos nouveaux concurrents, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va titiller d'autres concurrents. On va voir chez Volvo, on va voir chez d'autres modèles et on voit clairement qu'on peut leur faire mal également de certains côtés. Je vous rappelle, 29 000 € moins cher qu'une modèle XC90. Hein. Donc, ça vous laisse quand même une idée du gap de prix que ça laisse entre les deux. Retenir sur la presse automobile pense de nos concurrents. N'hésitez pas dans le futur également à vraiment consulter les magazines automobiles, les vidéos YouTube, etc. C'est extrêmement bien fait et de temps en temps, ça vous permet de vous faire un petit rappel quels sont les points forts et faibles des concurrents. Last but not least, comprendre que nous avons une place en or sur le marché des plug-in hybrides, 7 places. Vous l'avez vu dans l'introduction avec le tableau, le graphique. On est vraiment tout seul, on a notre petite part de marché tout seul au niveau prix-dimension du véhicule et pour le moment, on n'a encore aucun concurrent direct. Je le répète, la Tarraco plug-in hybride n'est pas encore arrivée sur le marché. Le jour où elle arrivera, peut-être qu'on en reparlera, mais encore d'un point de vue gabarit et confort de marche, on sera sur quelque chose de supérieur avec notre Sorento.